Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter de la poésie romantique, donc environ 1800-1850. Il faut savoir que l'adjectif romantique apparaît à la fin du XVIIe et est formé à partir du mot roman. Alors roman, aujourd'hui ça nous parle, enfin on va dire que c'est un bouquin, mais roman à l'époque c'était vraiment la langue romane, hein, donc qui a le sens de récit en langue vulgaire. Contrairement donc au récit en latin de l'époque. Je vous rappelle qu'à l'époque, les personnes qui étaient instruites, donc les personnes du clergé ou de la noblesse, on va dire, maîtrisaient le latin. Et le peuple, n'allant pas à l'école, parlait la langue romane, on va dire. Et donc l'objectif du romantisme, ça a été de vulgariser des écrits pour que tout le monde puisse en profiter. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le romantisme, donc récit en langue vulgaire, en fait en langue de tout le monde. Le contexte historique, donc les principaux événements historiques, la Révolution, la monarchie de Juillet, donc, qui montrent vraiment une grande instabilité et qui a été vraiment propice à l'apparition du romantisme. C'était un vent de liberté et de contestation. C'était un peu le mai 68 voilà, de l'époque, hein. Mais cet élan se transforme rapidement en ce qu'on appelle le mal du siècle, avec l'arrivée de la période napoléonienne et la Restauration. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu vraiment une déception par rapport à tout ce qu'ils attendaient. Justement, ils attendaient tellement de liberté, tellement un monde extraordinaire, que en fait, ils ne pouvaient que être déçus. Et ça correspondait à peu près voilà, à l'époque napoléonienne, décidément. Alors, le mal du siècle, il est vraiment caractérisé par un malaise, une solitude, un désenchantement de la génération de 1830. Les auteurs qu'on va retrouver, donc Chateaubriand, et qui ont vraiment été précurseurs dans le romantisme, hein, c'est Chateaubriand dans René en 1802, donc qui évoque le vague à l'âme. Donc on voit que c'est un précurseur, hein, 1802, on est vraiment au tout début, hein. Et Alfred de Musset dans La Confession d'un enfant du siècle, 1836, donc là qui parle du mal du siècle. Il parle vraiment du mal du siècle. Donc on est entre le vague à l'âme et le mal du siècle. Donc là on comprend qu'il y a vraiment un malaise. Cette mélancolie débouche sur ce qu'on appelle le narcissisme exacerbé. Donc ça veut dire, bon c'est un terme un petit peu pompeux, mais qui veut dire, c'est le culte du moi en fait. Voilà. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. C'est vraiment la citation de Victor Hugo dans la préface des Contemplations. Pourquoi? Alors je vous explique, c'est que en fait ils sont tellement déprimés, ces poètes-là, qu'ils ont besoin de s'exprimer, et quand ils s'expriment, c'est le jeu. Voilà, je partout. Et donc c'est pour ça que vous allez retrouver souvent dans les poèmes romantiques, même, c'est la signature même des poèmes romantiques, le jeu qui renvoie toujours au poète, mais qui peut aussi être élargi à l'ensemble des représentants d'une génération. Alors, les grands thèmes de la poésie classique, vous allez trouver donc l'amour, le mal-être, donc avec la solitude, la mélancolie, la souffrance. Donc c'est beaucoup une célébration des émotions, hein. Vous allez trouver aussi la nature, donc avec le miroir de l'âme du poète, puisque la nature en fait représente ce qui se passe à l'intérieur du poète, hein. Vous allez voir une nature déchaînée, bah, ça va représenter en fait la douleur, la souffrance du poète qui est, euh, qui est pris entre plusieurs émotions. Elle est personnifiée, humanisée. Donc souvent, vous allez trouver dans des poèmes justement des personnifications, des métaphores, des choses comme ça. Et vous avez aussi donc en caractéristique la valorisation de l'imaginaire. Bah oui, puisque comme les romantiques en fait ne sont pas satisfaits du monde dans lequel ils vivent, ils ont besoin vraiment d'imaginer leur monde parfait. Donc les poètes créent des atmosphères fantastiques ou oniriques, hein. Quand on dit onirique, c'est vraiment du domaine du rêve, donc retenez cette expression. Et donc, autre caractéristique qui va aussi de pair, bah, une envie d'évasion, encore une fois, puisque leur monde ne leur convient pas. Alors, ils ont envie de s'évader, donc dans un autre pays, dans d'autres enfin, aller rencontrer d'autres cultures. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'orientalisme. L'orientalisme a été vraiment un courant qui a été lié au romantisme, puisque les romantiques n'étant pas satisfaits de leur monde, ils s'inspirent de choses qui se font ailleurs, donc ils rêvent en fait d'exotisme et d'orientalisme. Et aussi du Moyen-Âge. Alors pourquoi le Moyen-Âge alors que ça fait pas vraiment rêver, on va dire, mais je pense que c'était plus, en tout cas Victor Hugo était très inspiré par toutes les constructions du Moyen-Âge, donc les châteaux, des choses comme ça. Peut-être ça le faisait rêver aussi, je ne sais pas.
Alors il y avait aussi une quête d'un idéal intérieur et social, donc encore une fois, une envie d'évasion et une envie d'un monde meilleur. Donc le repli sur soi et l'engagement social, même si en fait, quand on en parle comme ça, on dirait que ça ne va pas ensemble, c'est un peu une antithèse, hein, le repli sur soi et l'engagement social. Mais pourtant, dans le romantisme, c'est quelque chose de logique, c'est-à-dire qu'on se replie sur soi pour mieux réfléchir, justement pour méditer, pour pouvoir impacter un peu son monde et faire des choses militantes. Voilà. Le jeu est un poète militant. C'est-à-dire qu'il ne garde pas les choses pour lui, contrairement à d'autres courants que nous verrons plus tard, où la poésie n'est là que pour le beau. La poésie romantique est là pour faire changer les choses, puisque le poète est considéré comme un militant, il est considéré comme, entre guillemets, prophète de son temps. Voilà. Donc c'est comme une mission. Et surtout que le poète ne peut pas rester insensible aux injustices de ce monde. C'est pourquoi vous verrez chez Victor Hugo, par exemple, des combats tels que contre la pauvreté, le combat pour les femmes, le combat pour les enfants, enfin contre le travail des enfants, contre la peine de mort, enfin des choses comme ça. Alors les caractéristiques, déjà une revisite des formes classiques. C'est-à-dire que les romantiques, eux, on dit qu'ils disloquent le système du vers. Ça veut dire qu'ils vont quand même s'inspirer des classiques, hein, donc c'est-à-dire la symétrie, la régularité, mais ils vont le disloquer. Ça veut dire ils vont un peu le faire à leur sauce. Voilà. Alors par exemple, ils déplacent la césure. À la base, ça se trouvait surtout à l'hémistiche. L'hémistiche, je vous rappelle, c'était au milieu du vers. De l'alexandrin classique par exemple, donc c'était 6 et 6, mais là maintenant, ce qu'ils vont faire, ils vont en fait mettre des césures donc au bout de 4, donc 4 syllabes, donc 4, 4, 4, et c'est ce qu'on appelle le trimètre romantique. Donc notez bien que dès que vous avez en fait un alexandrin qui est coupé en 3, donc avec 4, 4, 4, vous appelez ça souvent le trimètre romantique. Donc ça, c'était vraiment une revisite des formes classiques, mais il y a aussi d'autres caractéristiques de la poésie romantique, comme la reprise des formes anciennes, comme par exemple le rondeau, la ballade, l'ode et la chanson. Donc ça, nous l'avons vu dans les formes donc de la poésie. Et ensuite, vous avez aussi la naissance du poème en prose. Et oui, parce qu'avant, ça n'existait pas. Un poème, c'était forcément avec des rimes, forcément avec des alexandrins, enfin des choses comme ça. Là, les romantiques, en fait, inventent le poème en prose. Le poème en prose, je vous rappelle, il n'y a plus ni de rimes, ni d'alexandrins, et on repère que c'est un poème. Il n'y a même plus de strophes. Hein, on repère que c'est un poème par les sonorités. Donc, et puis le thème, souvent. Hein. Et c'est Aloysius Bertrand qui, le premier, invente le poème en prose avec Gaspard de la Nuit. Je vous l'ai mis parce que c'est important. Si vous avez un commentaire composé, par exemple, vous pouvez faire une belle amorce avec ce genre de réflexion. Les principaux poètes romantiques, il faut noter donc Chateaubriand, alors 1768-1848. Donc là, il faudrait vraiment qu'on revoie toute la biographie. Je vous invite à le faire. Là, on ne va pas avoir le temps de le faire. Vous avez Alphonse de Lamartine, 1790-1869 aussi. Alfred de Vigny, 1787-1863. Et bien sûr, évidemment, Victor Hugo, qu'on appelle aussi Victor Ego, donc encore avec le narcissisme exacerbé, qui est vraiment au cœur du romantisme. Je vous ai dit que le précurseur, c'était Chateaubriand. Et juste, je vous rappelle que Victor Hugo, quand il était jeune, donc il était déjà au lycée, il disait « je serai Chateaubriand sinon rien ». Donc il avait déjà cette vision de se dire je veux être un romantique. Et il a même surpassé son maître. Voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez un petit pouce pour m'encourager, mettez-moi des commentaires. Je vous dis à la prochaine pour un prochain cours.